5 de Faites entrer le film. Bonjour Kevin. Bonjour. Salut Vivien. Salut. Comment ça va les garçons en ce dimanche fin de journée? Ça va Ça va plutôt très bien. bien, et vous? Alors, Vivien, c'est à ton tour je crois de nous faire un petit pitch. De quel film allons-nous parler aujourd'hui s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, on va combattre des aliens aux côtés de l'armée américaine, d'une poignée d'alcooliques, de Jeff Goldblum et de Will Smith. C'est Independence Day. Et yeah. En fait, vous avez raison, vous m'avez parlé tous les deux d'un truc, les garçons. Je fais une petite aparté, parce que c'est mon rôle de faire des apartés. C'est toujours Vivien qui présente les films cool, et ce sera toujours Kevin qui présentera les purges. Sauf si on arrête de faire 1 sur 2. Mais j'ai pas envie, moi j'aime bien le principe. Mais à un moment bien. donné, peut-être qu'on va arrêter de parler que de mauvais films aussi. Parce Moi que aussi j'aime les purges. J'aime la merde. Ça commence bien. Ok, donc aujourd'hui en effet c'est Independence Day, un film de 1996 réalisé par Roland Emmerich. Roland Emmerich à qui l'on doit plusieurs autres chefs-d'œuvre comme Stargate, La Porte des Étoiles, dont on parlera un jour j'espère, The Patriot ou encore Le Jour d'après pour ne citer que ces quelques films, avec comme l'a dit Vivien, Will Smith, mais aussi Randy Quaid, Mary McDonnell, Jeff Goldblum et Bill Pullman. Est-ce qu'on est bon avec ça? C'est bon, j'ai oublié personne, vous pensez? Je Ça pense m'a pas. l'air bon. Ok, eh bien, allons-y, c'est parti. Par quoi est-ce que vous voulez commencer, les garçons? Est-ce qu'on fait un petit Générique. pitch du film? Générique. Ok, commençons par le début, ça me semble être une bonne chose. C'est ça. Le générique qui me fait beaucoup penser... En fait, que je trouve un peu décalé au film, parce qu'il me fait beaucoup penser à un générique de Transformers. Un peu. Je trouve le générique un peu mauvais. Je trouve que il y a beaucoup d'effets pour pas grand chose. Ils auraient pu mettre un truc normal, tranquille, et ils font exploser des lettres. Pour expliquer rapidement le... Oui, alors il y a des lettres quelque chose, c'est vrai que ça fait un peu cheap, et en plus ça utilise, moi la police qui est utilisée pour présenter titre du film et le réalisateur, etc. Ça m'a beaucoup rappelé une police qui est utilisée, je crois dans Demolition Man, c'est à peu près le même genre de police. Du coup, c'est pas fait pour exploser, ce genre de police, ça fait un peu bizarre. Et on te plante assez le décor, je pense, dans cette scène d'intro, parce que direct, premier plan, bim, le drapeau américain planté sur la Lune. Ouais. Hein, ça donne le ton au film, au-delà du titre, le jour de l'indépendance, le 4 juillet, donc aux États-Unis, que te dit que clairement ça va être centré sur ce pays. Hein, grosso modo, Bah, c'est centré sur ce pays et les explosions. Donc, et les explosions. Très belles explosions, n'empêche, dans ce film. parce qu'on a énormément. Oui, on pourrait presque croire que ça a été co-réalisé par Michael Bay. C'est Ah oui, hallucinant je à quel point pense. ça explose. Ok, donc vas-y, continue Vivien, scène d'introduction, scène d'intro du coup. Scène d'intro, donc après ce générique, voilà, un peu cheap, la Lune, les Américains, Oui. petite plaque commémorative très jolie, et tout ça c'est très calme, très, très reposant de voir la Lune comme ça. Et n'oublie Oui, pas, il t'annonce qu'on est le 2 juillet. C'est ça. Oui, ça commence. On Il y a, est le il y a un 2 juillet. timer, il y a un timer. Ça commence en effet le 2 juillet. Et on voit encore clairement sur la Lune, tu as les pas en fait des premiers hommes sur la Lune qui sont restés figés parce que il y a pas d'atmosphère, il y a pas de vent, ça bouge pas en fait. Tout ce qui entre sur la Lune reste en contact sur la Lune, ça ne bouge plus après. Et là sont clairement effacés d'un coup par l'arrivée massive du nombre, L'ombre, le mal. l'ombre du mal. Est-ce Ah non, que ce c'est sera un autre film ça. oui. Est-ce que ce sera un astéroïde, un problème avec le Soleil, des extraterrestres? Est-ce Des qu'il y a extraterrestres. vraiment de quoi je pense qu'il n'y avait pas vraiment de... Comment dire? D'attente. J'ai perdu le mot. De surprise. De suspense, oui, de non, il y suspense, voilà. avait rien, on le savait, et même pour le coup, je me souviens vaguement, je sais plus si je l'ai vu au cinéma, mais je ne crois pas, mais je me souviens que ça avait fait beaucoup parler de lui, ce film, surtout avec le money shot hein, du film, donc la Maison Blanche qui est éclatée par un rayon laser venu du dessus, d'une espèce d'énorme vaisseau qui campe au-dessus de la Maison Blanche, entre autres. Et je l'avais vu à la télé déjà ce truc-là, ils en parlaient genre, hey, le nouveau film de machin, et ça avait fait grand bruit. En même temps, Déjà, c'est plutôt bien fait pour l'époque. c'est top Oui. pour que Pour des l'époque. effets mécaniques, hein, en fait. Il y a pas de CGI, je pense, dans le film. Non, J'ai parce l'impression que c'est des maquettes. Hein, ouais, c'est des maquettes. On le voit bien en plus.
On voit Oui, bien que on c'est le la voit maquette. surtout sur quand c'est l'Empire State Building Oui, ouais. qui explose et la propagation après des flammes sur la 5e avenue. J'imagine que c'est cette avenue-là ou une avenue sur New York. On voit clairement, oui, que ça fait un peu maquette, mais faut rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que c'était plutôt cool. Bah, un film qui a 25 ans, tu m'étonnes. Oui, Ça oui, m'a donné envie de voir des compilations de bâtiments comme ça qui explosent de façon maquette. En fait, cette scène qui dure quand même assez longtemps, et qui dure un certain moment, pour moi ne perd pas de sa saveur. Même si elle est assez longue, étrangement de voir ces bâtiments se faire exploser, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est c'est bien, c'est reposant. c'est reposant, oui. C'est de la SMR. Voilà, c'est ça, c'est de l'ASMR pour les yeux. J'ai toujours dit que Vivien il était bizarre, mais maintenant voilà. Maintenant, vous savez tous, tout le monde. Tous, les 110 abonnés qui nous suivent, les 112 même, vous savez maintenant que ce type est bizarre. Il a envie de regarder des compilations de maquettes qui explosent. Non, mais moi j'aurais voulu par exemple voir le Kremlin, d'autres bâtiments se faire pareil atomiser par ces machins. Qu'est-ce que t'as pas compris dans le titre? Oui, c'est vrai, c'est américain. Non, c'est américain, mais on voit l'Iran, non, l'Irak. On voit Oui. quand même 2-3 autres pays. Mais c'est bizarre, mais je pensais que Paris allait se faire exploser. Parce que c'est tellement standard dans les films où, à catastrophe, qu'on voit Paris se faire réduire. Ben, j'ai été étonné de ne pas le voir. Et, Bah oui, moi c'est vrai que je m'attendais à un plan Tour Eiffel cassé, le classique, hein, pareil. à peu près. C'est ça. Mais là, non, ça reste vraiment très égocentré sur les États-Unis, hein, même ce qu'on voit, les ruines, etc. Post-explosion, ça reste assez aux États-Unis. Hein. Bah, ça reste un film patriotique, hein. C'est un poil de Mais propagande non. quand même. Bah, non. J'irai pas jusque-là, mais quand même. C'est vrai qu'ils font un peu la pub tout le long du film de leur meilleur avion de chasse, de leurs meilleurs missiles, de leurs meilleurs éléments. C'est très. Et ça fonctionne tellement bien qu'on verra qu'à la fin, c'est un missile qui reste bloqué dans l'avion. Donc, C'est vrai, mais en même temps, on suit leur point de vue, hein, c'est juste ça. Et C'est en vrai. effet, oui, tout du long, il y a quand même un côté très patriotique qui revient, qui est très mis en avant régulièrement par plein de différents protagonistes dans le film. Mais c'est leur point de vue qu'on suit, on ne suit que leurs forces et les intervenants qui sont là sont sur place. Donc du coup, oui, évidemment, c'est géocentré sur les États-Unis. Alors, passer cette scène d'intro. Donc de la Lune et de l'arrivée d'un vaisseau mère extraterrestre au-dessus de la Lune, etc. Il y a un truc qui est très très intéressant, enfin moi c'est un truc que j'ai noté, c'est que sur les 25 premières minutes de film, en 25 minutes, le Emmerich arrive à te présenter tous les protagonistes du film, qui sont quand même éclatés sur le continent américain. Et en 25 minutes, tu comprends qui ils sont, quel rôle ils vont avoir à jouer, et comment ça va fonctionner et quels sont les enjeux en fait. En 25 minutes sur un film de 2h25, c'était un pari difficile je pense au départ, et quand c'est mis entre les mains je pense d'un bon réalisateur, ça fonctionne hyper bien. Après, ce qui est vachement bien, c'est que déjà les actes sont séparés en termes de journée. À chaque fois qu'on a une nouvelle journée, c'est un nouvel acte qui commence. Oui. Et pour le coup, c'est presque pré-mâché en fait. Il te dit, suivez le film, vous comprendrez tout, il n'y a pas de questions en suspens. Vous avez juste à suivre et vous saurez qui est qui fait quoi et pourquoi ils sont là. Et pour le coup, c'est pour un film grand public et qui se veut comme ça, c'est très bien. Ça Ouais, nous tu plaît. l'as dit en fait, c'est Bah grand oui, c'est grand public. public, hein. C'est simple et c'est fait pour quoi. Tout le monde peut le regarder. C'est ça, mais je pense pas que Independence Day soit un film où tu as envie de te poser en te disant qu'est-ce que va m'apporter ce film, sur quoi est-ce qu'il va me faire réfléchir sur mon fort intérieur et sur ma vie. C'est un divertissement slash film catastrophe. Mais Oui, et puis t'en prends plein les yeux. c'est ça, c'est uniquement du divertissement à grand spectacle. Et pour le coup, le pari, il est hyper réussi en ce qui me concerne, en tout cas. Tu parlais de la présentation des personnages en 25 Oui. minutes. Il y a juste un personnage et que je m'attendais pas à voir si tard en fait. C'est Will Smith. Il arrive très tard dans le film. Et pourtant, C'est le dernier. C'est un des personnages dont on se souvient le mieux en fait. En tout cas, moi en tant que jeune, quand j'avais vu ce film, je sais que jusqu'à aujourd'hui, je me souvenais le plus de scènes et d'éléments, c'était avec ce personnage. Et pourtant, en fait, il apparaît très tard. Au final, il apparaît pas tant que ça. Et ça m'a semblé étrange je pensais que vraiment le film tournait plus autour de Will Smith que tournait autour de Jeff Goldblum, autour de
Pullman ou de ces autres personnages en fait, mais pas du tout. Quand j'ai revu le film là pour les besoins de l'émission, c'est pareil, dans mes souvenirs, je pensais que Will Smith avait déjà été présenté plus tôt dans ses 25 minutes d'exposition. C'était un des premiers personnages qui allait être mis en avant, et je pensais en effet qu'il est aussi, dans mes souvenirs, il y avait plus de scènes marquantes avec lui, où ça tournait un peu plus autour de sa rondelle, ouais, en effet. Après, le truc, c'est que on se souvient de Will Smith parce que c'est Will Smith, et parce que aussi, dans ce film, c'est lui qui a les scènes les plus coups de poing. C'est lui qui a de l'action, c'est lui qui va dire le plus de punchline, on va dire. Donc c'est pour ça aussi que ça nous imprègne plus que les autres. Par exemple, quand on voit que Goldblum, donc David, son personnage est beaucoup plus posé, on va dire. C'est un intellectuel. C'est l'intellectuel, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Mais moi aussi, je pensais que Will Smith avait beaucoup plus de temps à l'écran. Et en fait, non. Et tant mieux. Parce qu'on suit les quatre, on va dire entre guillemets, 4 protagonistes principaux de manière pas égale, mais ça se suit plutôt bien. Il n'y en a pas un qui prend le lead sur les autres. C'est assez intéressant, on les voit. Et pour le coup, ça, c'est bien amené. Ouais, j'ai bien aimé cette construction où finalement tu vas suivre le voyage, un peu pas un voyage initiatique, mais tu vas suivre le voyage de tous ces protagonistes qui sont donc éclatés sur le territoire nord-américain. Et au final, c'est un peu Emmerich, il nous fait la technique Victor Hugo en fait. C'est un peu comme dans Les Misérables, c'est-à-dire que tout le monde est éclaté partout. Et en 3 pages dans Les Misérables, et là pareil dans le film, tac, ça devient, ils sont tous regroupés au même endroit, la base de la zone 51, où va se dérouler après l'acte 3 du film. Ce que j'ai trouvé très très intéressant dans cette gestion et dans le développement en fait de l'histoire. Ouais, et en plus, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'ils se retrouvent pas là-bas par un espèce de coup de chance. On sait pourquoi ils y vont, et donc c'est bien amené. C'est pas genre... ils sont tous retrouvés dans un bar au milieu de la route 66 par on ne sait quel procédé. Là, ils se retrouvent tous à la zone 51. On sait comment, on sait pourquoi. Et donc, c'est plutôt assez fluide en fait. Oui, tout à fait, c'est très très fluide. Au niveau du voyage, le seul truc qui est un peu moins fluide, que j'ai trouvé beaucoup moins fluide pour le coup, c'est quand Will Smith part en hélicoptère à Toronto pour retrouver sa femme. Je comprends que... le jeu de regard peut-être voulait dire quelque chose, mais à aucun moment ils se sont dit qu'ils devaient se retrouver à Toronto. Genre. C'est pas Toronto, c'est Houston. Oui, il lui dit au moment où il est appelé à rejoindre l'armée, parce que c'est un militaire, Will Smith, ouais. Alors qu'il devait passer le week-end avec ce qui va devenir sa femme, il avait un week-end de perme, il lui dit, écoute, si tu veux, rejoins-moi à la base de, je sais plus le nom de la base, j'ai oublié, rejoins-moi à cette base-là, et elle lui dit, ok, du coup, entre-temps, ça explose de partout, et elle décide quand même d'aller à cette base-là, entre-temps, elle trouve la première dame, qui a eu un accident d'hélicoptère, la femme du président américain, elle la récupère et ils vont faire un voyage pour aller sur cette base initiale où elle devait retrouver Will Smith. Et il s'avère que cette base, c'est la première qui a été aussi attaquée par les extraterrestres. Du coup, quand elle arrive, il se passe plus rien. Donc c'est pas détonnant qu'elle reste ici avec les 2-3 autres survivants et la première dame qu'ils ont trouvée, pendant ce voyage, et que Will Smith, lui, quand il prend l'hélicoptère, il décide aussi de retourner à cette base-là, parce que c'était le point de chute. Du coup, qui se retrouve, oui, c'est un peu téléphoné, mais ça passe dans le récit qu'on est en train de regarder, ça va. C'est comme dit Kevin, j'ai trouvé ça assez fluide. Parce qu'ils avaient tous les deux des raisons de se retrouver à cet endroit-là. Bon, après, chance, pas chance, oui, un peu. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord avec Vivien sur le concept, il prend l'hélico, il la retrouve direct. Mais bon, le film durait déjà 2h25, on n'allait pas faire 5 minutes de recherche. Pour le coup, non, il n'y a pas le temps. Ils se retrouvent, c'est mignon, ils sont contents. Donc voilà, mais sinon, dans le reste, ça va, c'est assez fluide. Les personnages sont assez, je dirais pas intéressants, mais ils ont tous leur fonction. Et donc chaque fonction est plutôt bien faite. Et donc voilà. Ils ont tous une fonction, c'est le principe d'un film et d'un personnage qu'on va suivre, d'un protagoniste, il a une fonction, un rôle à remplir. Mais autant il y a des films où tu sens vraiment que c'est un personnage fonction qui n'a aucun autre but que de remplir cette fonction-là et après il va disparaître comme il est arrivé, c'est-à-dire comme par magie. Autant là, chaque personnage, même s'ils sont pas ultra fouillés, pour certains, tu peux même développer un peu d'affect. Tu sais ce qui les a amenés ici, par exemple pour Jeff Goldblum, qui est entre guillemets réparateur de télé, le nerd un peu, ouais, celui qui va décrypter le code qu'utilisent les extraterrestres pour coordonner leur action avant que ça pète. Tu comprends qu'il est divorcé d'une
secrétaire d'État, je sais pas, enfin voilà, Oui, c'est ça, première secrétaire du président. Et tout ça, ils n'étaient pas obligés forcément d'en rajouter autour de ça. Et pourtant, ça va à la fois servir le film, et du coup, ça nourrit un peu le background de ces deux personnages-là. Ce qui rend tous les personnages encore plus fonctionnels. Et puis c'est le lien surtout. Son ex-femme travaille pour le président, il va devoir, Oui. grâce à elle en fait, sa femme, son ex, fera la jonction entre lui et le président. Donc parce que chaque rôle ils ont tous un rôle, c'est tous très bien amené et ils sont tous personnages fonction. Mais pareil, j'aime bien le personnage de Goldblum, David. En 96, il est déjà écolo. Oui. Et je me rappelais pas que il y a aussi longtemps, il y avait déjà quelques personnages qui avaient cette fibre écologique, parce qu'on le voit plusieurs fois faire des remarques sur les canettes tout au début, sur l'utilisation de l'arme atomique, où c'est vraiment celui qui est contre et qui le montre bien. Oui, il le pointe, il le pointe clairement, et même quand tu le vois jouer au tout début, quand il est présenté, en fait, quand il est introduit avec son père, quand ils sont en train de jouer aux échecs, il s'en va en vélo. Et rien que ça déjà, il se déplace à vélo. Et quand il arrive sur son lieu de travail, où en effet il gueule un petit peu contre les gens qui sont là et qui bossent, parce que il y a des canettes qui sont dans des poubelles qui sont pas les poubelles adaptées, parce qu'il a fait demander des poubelles de recyclage. C'est le meilleur placement de produit contre placement de produit que j'ai vu dans un film. T'as des affiches et des canettes que de Coca. Ils ne boivent que du Coca-Cola. Et en même temps, il te fait passer le. Donc, c'est un placement de produit comme un autre, et ces placements de produits sont nécessaires dans les films, ça j'ai pas de problème avec ça. Et c'est le côté, on te met en gros le distributeur de Coca, et en même temps, le message c'est, si vous les mettez pas au bon endroit vos canettes, c'est dégueulasse. Enfin, ça pollue de manière massive. Donc j'ai bien aimé le double discours un petit peu discret et pas très poussé, mais c'était intéressant aussi de voir ça, et ça a planté encore une fois, oui, bien le rôle de Goldblum dans un rôle un peu écolo aussi. Mais en réalité, c'est lui le personnage principal. Je pense. Oui. C'est lui qui a le premier rôle. Will Smith n'est pas que son faire-valoir. Il a le deuxième rôle le plus important du film, mais ça reste Goldblum qui a ce premier rôle. Ça doit être celui qui a le plus de temps à l'image. Et Oui. c'est le personnage pour lequel j'ai eu le plus d'affect aussi. Will Smith, c'est un peu le comique taxi, quoi. Il est là pour conduire Goldblum dans l'espace et faire des punchlines. C'est ça, c'est un peu le one-liner du film, et puis c'est le personnage jeune, un peu fougueux, qui se fait remarquer parce qu'il pilote très très bien, etc. Donc oui, c'est ça, c'est un petit peu c'est un petit peu le punchliner, ouais, t'as raison. D'ailleurs, les punchlines, Kevin, t'avais peut-être quelque chose à dire à ce sujet-là, vu qu'on en a parlé un peu avant. Non, c'est juste qu'il y en a aucune qui me marque plus que ça en fait. Elles sont pas bien faites, mais quand elles sont dites au moment, mais elles sont pas marquantes. Ça, il y en a aucune qu'on retient vraiment, comme dans d'autres films qui vont revenir vraiment dans la pop culture presque. C'est vrai que là, il y a rien on va se souvenir du film pour autre chose, on va pas s'en souvenir pour ses dialogues. Non, pas du tout. Après, c'est pas très grave, hein, mais Non. c'est vrai que Encore une fois, c'était pas le but. Non, et pour cette époque-là des 80-90, où d'habitude les héros sont quand même à la punchline, c'est du punchline au mètre, hein, quand même, ils en sortent une toutes les 5 phrases. Oui. Là, c'est moins impactant, mais c'est pas très grave parce que je pense que c'est pas ça le propos. Non, est-ce que c'est justement, c'est ce que je voulais dire, est-ce que c'est justement parce que c'est pas le propos et qu'on est quand même, ça reste un film, un gros film catastrophe, sous couvert de science-fiction avec l'antagoniste qui sont les extraterrestres, mais sinon c'est avant tout un film catastrophe un peu. Donc du coup, est-ce que dans des films catastrophes plus modernes, même réalisés par Emmerich, genre 2012, c'est de lui je crois aussi? Non, je sais plus. Je sais pas si c'est de lui. Non, je suis pas sûr, je sais plus, j'ai un doute. Je vérifierai. Je mettrai ça dans la description sur YouTube. Non, mais il a fait Godzilla aussi, je veux dire. Oui, il a fait Godzilla aussi, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que oui, je pense que le propos du film, c'est que c'est pas l'humain, c'est surtout l'humanité qui s'en sort avec ce discours du président dans l'acte 3, que j'aimerais bien revenir dessus à plus tard. Mais oui, je pense que le fait qu'il n'y ait pas de punchline, c'est pas très grave. Enfin, j'ai passé quand même un bon moment devant ce film, et je pense surtout que le sidekick rigolo,
c'est le père de David. Oui, tout à fait. Oui, le père de David, qui est très ancré dans la culture juive aussi un petit peu. Et Oui, tout à fait, lui, c'est celui qui va accompagner David tout au long de l'aventure, hein, en fait. David, président des États-Unis, etc., qui est introduit et qui suit en fait les héros, enfin David et tous les protagonistes qui tournent autour de David régulièrement, en fait, ce père. Donc c'est exactement. plutôt Et très c'est cool. Ouais, souvent t'as lui raison, aussi qui ouais. désamorce les choses un peu lourdes. Quand Oui, il y a c'est vrai aussi, hein, ouais. quand il y a une première embrouille avec le président, c'est Julius qui désamorce ce truc en disant oui, mais personne n'avait remarqué, nanana. Et donc, ce personnage, je pense qu'il est important. Il ancrait en fait entre le monde enfin des intelligents, des militaires et le monde réel de l'humain standard. Honnêtement, alors, vous trouvez que c'est un personnage important? Je veux bien que ce soit un personnage important, mais je n'arrive pas à avoir un seul affect dessus. Ce personnage ce sort de délire ou comique où il est constamment sous et il conduit des avions, ça fonctionne pas du tout sur moi. On parle Même quand tellement pas de on lui, parle pas de Vivien. lui. Oh vous parlez du père de David, le joueur On d'échecs. parle du père de Du David, coup- oui, tout à fait. Le joueur d'échecs. Le joueur d'échecs, oui, alors ce joueur d'échecs, je l'aime beaucoup. Le joueur d'échecs juif que je trouve important, oui. Non, bah du coup, j'ai rien à dire sur ce personnage-là, je l'aime beaucoup. Il est très bien ce personnage, on est d'accord. Oui, c'est un très bon personnage. Mais donc, on va rebondir là-dessus. On va parler de donc ton grand ami Vivien, ton personnage préféré, Russell, l'alcoolique. Russell, l'alcoolique, qui est un personnage, donc qui est le monsieur le père d'un groupe de jeunes qui vit dans des caravanes. Donc, qui est un personnage important dans le sens où c'est grâce à lui que les aliens, attention spoiler, seront vaincus. Mais c'est un personnage que je trouve désagréable. C'est marrant parce que moi c'est tout l'inverse. Tout l'inverse, j'ai eu. Alors au départ, oui, limite quand tu commences à regarder le film, tu te dis tiens, ça va encore être un comic relief en fait, encore un élément comique à tout ça. Et au final, toute son histoire qui t'est exposée très rapidement, une des premières fois où tu le vois, hein, dans ces 25 minutes d'expo dans le film, tu comprends que bon bah il a un penchant pour l'alcool, ok, mais c'est très vite expliqué pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à boire énormément d'alcool, parce que sensiblement, il raconte à qui veut l'entendre que 10 ans avant aujourd'hui, il s'est fait enlever par des extraterrestres et que ces extraterrestres auraient fait bon bah des expériences diverses sur lui, ça c'est pas trop précisé. Tous les gens qui sont là où il se pose dans son rad ou même ses enfants ne le croient pas évidemment et au final ça va s'avérer être peut-être vrai, hein, le mystère reste plus ou moins entier là-dessus, mais tu comprends que il boit pas de l'alcool juste pour boire de l'alcool. C'est un ancien gars du Vietnam, il a potentiellement été enlevé par des extraterrestres, il a quand même vécu des choses un peu fortes. Et en plus de ça, ça va être l'élément capital à la fin du film pour faire péter un des vaisseaux. Et j'ai trouvé l'évolution du personnage assez. Enfin, ça a généré beaucoup d'empathie pour moi au sujet de ce perso. Bah moi je suis entre vous deux. Je l'ai pas détesté comme Vivien. J'ai pas eu spécialement énormément d'empathie comme par exemple toi, Olive. Moi, c'est un personnage pareil. Moi, il m'est un peu insupportable. Je trouve déjà que ses discours, ses dialogues sont pas très intéressants. Et voilà, c'est un personnage, ouais, il va faire ce qu'il a à faire et basta. Mais c'est vrai que qu'on en fasse un héros alors que bon jusqu'à ce qu'il devienne un héros il est pas détestable mais presque, et voilà, ouais, j'ai pas une grande affection pour ce personnage, c'est pas le personnage auquel j'ai pris le plus de plaisir à suivre l'évolution. Ceci dit, il nous offre, grâce à ce personnage, on a la scène de cliché de tous les films catastrophes, peu importe les circonstances, tous les films catastrophes. Au moment où il va avoir sa scène finale, sa scène épique, où il va se sacrifier en emmenant directement son avion parce que le missile ne s'est pas décroché, dysfonctionnement, se faire péter au cœur d'un des vaisseaux extraterrestres. Il envoie ce petit message parce qu'il est en communication avec la tour de contrôle qui dit « Et surtout, vous passerez bien le message à mon fils et à mes enfants pour leur dire que je les aime, blablabla. » Et évidemment, le gosse qui n'avait rien à foutre dans la salle de contrôle était là et a entendu le message de son père. C'est comme dans Armageddon, c'est comme dans tout un tas de films pareils, c'est le cliché familial de ce type de scène par excellence. Et ça a quand même fonctionné avec moi. J'ai pas pleuré parce que je suis un bonhomme, t'as vu, mais j'ai trouvé ça hyper émouvant, ça a bien fonctionné pour moi. Comme tu dis, en fait c'est un cliché,
père le plus mauvais de la Terre, mais Oui. il va faire un acte héroïque, donc ça va devenir un héros, et donc ses enfants vont dire bon ok, c'était pas un bon père, mais vu qu'il a fait ça, je peux être fier de lui. D'ailleurs, tiens, je me souviens plus, pour faire une aparté, dans le 2, si vous l'avez vu, hein, je sais pas, Independence Day, Résurgence, on les retrouve encore, ces personnages-là, enfin pas Russell du coup, puisqu'il est mort, mais ses enfants, on les voit encore ou pas? Alors à mon souvenir, je sais qu'on revoit le fils adoptif de Will Smith, mais pour le reste, je me rappelle plus. Moi, il semble pas. Bon, j'imagine que vu qu'on a fait Independence Day, premier du nom, on fera d'ici quelques mois Independence Day Résurgence, qui me donnera l'occasion de me repencher dessus, mais il me semble pas. Voilà, bon, fin de l'aparté. Si vous avez la réponse à la question, bah tiens, dites-le nous en commentaire. Ça peut, c'est bon pour le référencement YouTube déjà, ça nous ferait vachement plaisir. Et puis ça m'éviterait d'avoir à chercher trop longtemps la réponse. Ok, quelqu'un veut parler du président des États-Unis? Alors oui, je veux bien. Il nous est présenté comme un personnage, au début il nous est juste présenté comme un personnage qui vit dans une maison de riches, qui se fait réveiller par sa femme, je me trompe pas, après que, je crois, le général demande un appel au Premier ministre ou au ministre de l'Intérieur. Ensuite, transition, un téléphone sonne, du coup le président, mais sans qu'on le sache, décroche, donc on se dit c'est peut-être le ministre. Non, c'est sa femme, du coup ce n'est pas le ministre. Je pense que ce personnage est très bien amené. C'est déjà parce que c'est un personnage pour lequel j'ai eu énormément d'empathie, parce que c'est un personnage qui est fort et qui n'est pas comment dire, hautain. En fait il est juste, en fait il est bon, il est juste. Il dort avec sa fille, il fait une petite blague à sa femme, voilà. Téléphone. Donc, au téléphone, donc on sait qu'il aime sa fille, on se doute qu'il aime sa femme, même s'il a une secrétaire du coup plutôt jolie. Envahissante, peut-être aussi un peu, de par le métier. Envahissante aussi. Et on sait donc que c'est un bon père, que c'est un bon mari, et que c'est aussi un bon président en fait. Parce que quand on se rend compte qu'il est président, il n'est pas excessif, il va manger avec sa secrétaire en pyjama, enfin il est comme vous et moi, sauf que il est président du monde, non, président des États-Unis, et qui va devoir, sur ses épaules vont reposer un gros problème auquel aucun père ou mari ne devrait avoir à régler ou à se sacrifier comme il va vouloir faire en continuant à être président et en ne lâchant pas ses civils et sans aller se cacher ou quoi. C'est un personnage qui est fort et pour lequel, vraiment, pour le coup, quand malheureusement beaucoup plus tard dans le film, sa femme va mourir. Spoiler. Oui, on s'en fout, c'est des spoilers depuis tout à l'heure, hein, on est là pour ça. Donc quand sa femme va malheureusement partir et qu'il est avec sa fille, c'est un moment que je pense est le plus émouvant du film. Et de toute façon c'est un personnage, je pense, qui est très attirant sensiblement en fait. C'est un personnage qui est hyper bien écrit, mais qui en sait pas plus que vous et moi en fait. Quand par exemple il va aller dans la zone 51, tout ça, il en sait pas plus. En fait, je pense que ce personnage, le président, représente plus les civils en fait du monde et du coup des États-Unis que n'importe quel chef en fait. Je pense qu'on ne peut pas se représenter en lui, mais on peut essayer. Kevin, on est tous d'accord pour dire que ce sera le monologue de Vivien et pas le monologue de Kevin. J'en ai bien peur, ouais. C'était si long, mon Dieu. J'aime beaucoup ce personnage, d'accord. Non mais c'est bien, c'est bien. Et oui, alors, je suis d'accord qu'il est vraiment présenté comme un bon père de famille et qu'on comprend peut-être pas à l'immédiat que c'est le président des États-Unis. Tu comprends aussi très rapidement que suite à son élection, c'est pas le président le plus aimé, parce que quand il lit dans les différents médias, que ce soit le journal télévisé ou même le journal qu'il lit, tu vois que bon, il est critiqué un peu pour son jeune âge, etc. Que c'était peut-être plus facile d'être un pilote à la guerre du Golfe que de gérer un pays. Parce que ça, par contre, on insiste 2-3 fois, et finalement, c'est peut-être parce que je l'ai vu 2 fois le film et que du coup, je m'attendais aux choses, mais au deuxième visionnage, on t'appuie quand même 3 fois en l'espace de 15 minutes, 20 minutes, sur c'est un ancien pilote de chasse qui a œuvré à la guerre du Golfe. On te l'appuie vraiment bien, bien, bien. Ouais, mais c'est important parce qu'à la fin, on va comprendre pourquoi c'est si important de ça de nous l'avoir rabâché au début. Bien sûr, ça va servir encore une fois le propos du film, c'est bien. Mais pour ça, je préfère prévenir, je pense que c'est
au deuxième visionnage, vu que je les ai presque Ouais. regardés coup sur coup, je pense que voilà, donc c'est à mettre entre parenthèses. Et la première fois, ça m'avait pas dérangé. Je savais déjà, mais ça m'avait pas dérangé. La deuxième fois, un peu plus. Je fais quand même, ils insistent un peu. Mhm. Mais non, non. Mais oui, c'est un très bon personnage. Le comédien, le Bill Pullman, est excellent aussi. Donc non, vraiment, c'est plaisant de le suivre, hein. Non, et puis même, il a des remords quand ils doivent utiliser la bombe atomique. Limite, c'est un président plus humain que les présidents qu'on a, nous, dans notre monde. C'est le président normal. C'est le président qui se soucie de son peuple, c'est le président qui se soucie de sa famille. Non, pour le coup, c'est un personnage très intéressant, édulcoré, mais très Oui. intéressant. Et du coup, le combo, le peu de dialogue qu'il y a entre Goldblum et lui fonctionne très bien parce que ils sont pas symétriques dans la création de personnages, mais finalement ils sont assez posés tous les deux aussi à leur manière. Et même s'ils interagissent pas tout le temps ensemble au long du film, le peu où ils doivent interagir, je trouve que ça matche entre les deux comédiens. Déjà, je trouve que ça matchait plutôt bien. Mhm. Mais c'est parce que aussi on nous présente la relation entre ces deux personnages au-delà d'une relation entre un civil et son président. Parce qu'on apprend que Goldblum pensait que Pullman trompait, enfin que sa femme se trompait, waouh. On peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas. Non, attends, c'est pas ça. Non, non, vas-y, Vivien, Ok. souffle et recommence. Goldblum pensait que sa femme le trompait avec justement le président, mais qui n'était pas président à l'époque. Donc Goldblum a frappé Pullman. Et donc, déjà, cette courte échange de paroles entre Goldblum et son ex-femme nous montre qu'il y a une autre relation en plus de juste une relation présidentielle. C'est que les deux personnages se connaissent, ne s'aiment pas trop, mais se connaissent d'une façon plus humaine. Un coup, c'est pas humain, c'est pas normal, mais ça, quand même, ça rend les deux personnages beaucoup plus humains. Tu frappes pas ton président s'il est président. Tu frappes pas ton président en général. Tu frappes un autre humain quand il est, on va dire, inoffensif. Mais tu frappes personne en général normalement. Et du coup, pour moi, ça rapproche ces deux personnages au même rang en fait, au même rang juste de civil. Et c'est pour ça, je pense aussi que je trouvais vraiment pas en Pullman juste un bon président, mais même un bon soi en fait, un bon civil. C'est Un bon un humain. bon humain, c'est ça. Ouais. Et cette séquence d'ailleurs où je crois que c'est l'ex-femme de Goldblum, donc la secrétaire du président Pullman, qui explique que ils se sont déjà vus et Goldblum a mis un pain au futur président. On le comprend nous tout de suite parce que ça nous est raconté en tant que spectateur et c'est le côté dramatique de la situation ou ce qui pourrait être envenimé de par ce qui s'est passé dans le passé, enfin ce qui s'est passé dans le passé, ça est belle cette phrase aussi, hein, est désamorcé par par Julius, par le père de David, qui s'étonne en fait que David, donc Jeff Goldblum, ait frappé le président. Ce qui fait encore écho à ce que disait Kevin. Oui, c'est un peu le comic relief de la situation. Oui, et puis il permet de désamorcer les trucs. Non, non, mais je trouve que, mis à part Russell, pour qui j'ai pas une grande affection, tous les personnages sont intéressants. Et on va parler du personnage de Will Smith, donc, parce Oui. que pour le coup, on n'en a pas spécialement parlé, qui est. Pareil, c'est un jeune fougueux, comme on disait. Voilà, il a envie de rentrer à la NASA. Ça, on nous l'explique après. Donc, on lui a refusé. Mais pareil, c'est un très bon pilote. On sent qu'il a de l'affection pour donc, sa future femme, Yasmine, et pour le fils, Dylan, de sa femme, qu'il considère comme son fils. Et ça, je trouvais ça très intéressant aussi, ce côté du... c'est pas son fils biologique, mais on le drop name, on le voit pas. Si on le sait pas, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai, et c'était encore une fois assez en avance sur son époque pour le coup, parce que même si c'est pas du tout le sujet du film, quand tu le vois, quand on te présente Will Smith, le personnage qui se réveille aux côtés de Yasmine, avec qui, enfin, ils sont pas encore mariés à ce moment-là au tout début du film, que tu vois le gamin qui se balade dans la maison et tout, honnêtement, moi j'avais même oublié avant de revoir le film que c'était pas le fils de Will Smith dans cette histoire en fait. Et c'est que bien plus tard, en effet, dans le film, que tu l'apprends que oui, Yasmine, sa future femme, a déjà un enfant et que ça avait juste été une famille reconstituée. Mais dans un film où c'est absolument pas le propos, c'est intelligemment amené
Et ils en font pas non plus des caisses, c'est juste, voilà, comme tu dis, Kevin, c'est drop à un endroit du film, on n'en parle plus, mais c'est quand même porté aux oreilles des spectateurs, ce que j'ai trouvé de Ouais, très bon ton. comme le métier de Yasmine, qui est stripteaseuse, enfin danseuse exotique, Oui, dans ce comme elle le exotique. dit. Oui. Et quand la première dame lui dit ah bah je suis désolé, et l'autre elle fait bah non, il n'y a pas à être désolé, puis il faut que je nourrisse mon fils. Donc on voit quand même que on la voit pas souvent, ce personnage, mais on sent que c'est quand même un personnage assez fort. Je veux dire, la façon dont déjà elle survit au premier bombardement, Oui. donc au lieu de courir, elle Défonçant voit une une porte, elle se dit je vais rentrer dedans. Elle se sauve elle avec le super chien Boomer. Pour Qui est lui, devenu un mème international d'ailleurs. je Ouais. me demande comment il a fait pour pas cramer, mais bon voilà. Elle va prendre le camion. On voit pas le sauvetage, mais on sent qu'elle sauve des gens parce que dans son camion il y a plusieurs personnes. Donc c'est quand même un personnage qui est peu représenté, mais qui est quand même intéressant. Si je veux dire, du peu qu'on la voit, Femme forte. du peu qu'on la voit, elle fait que des bons choix. C'est ça, elle est présentée comme une femme forte et peu importe son métier, c'est absolument pas ça qui est mis en avant, ni ça, ni son physique ou quoi, c'est vraiment, voilà, elle a du caractère, elle se laisse pas faire, et elle le prouve même déjà dans la relation qu'elle entretient avec Will Smith, quand ils échangent un peu sur le fait que lui, ben, même s'il était en permission, bon bah là il y a quand même 2-3 bricoles au-dessus de la tête du monde qui fait qu'il va peut-être falloir aller piloter un avion quand même. Mais elle se laisse pas démonter à aucun moment. Et oui, en effet, ce que tu dis, où tu la retrouves après une ellipse dans son camion, après les explosions et tout, oui, tu comprends qu'elle a déjà en plus sauvé ou recueilli en tout cas dans son camion ou son cortège même de différents individus dont on se fout, nous hein, principalement, ils sont pas présentés. Mais voilà, elle décide des choses et elle mène à bien ce qu'elle a décidé de faire en fait, ce qui était très cool. Ouais. On m'entend? Oui. Non, imagine, on m'entend pas depuis le début, ce serait trop marrant. Non, t'entends. Non, mais c'est un super personnage. Enfin, la plupart des personnages sont intéressants quand même. Mais il y a juste un truc sur lequel je veux rebondir aussi, c'est que le seul personnage, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film, et je pense que si je ne l'avais pas vu, enfin jamais vu, quoi, quand ils arrivent à la zone 51, et que dans ma tête je me suis dit, ah c'est vrai qu'il y a le savant fou, ça s'ouvre, il y a quoi? Un savant fou. Tout le monde en combinaison intégrale, lui c'est le seul qui a la coupe de cheveux de moi quand je sors de la douche, et je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai qu'il fallait le savant fou qui est fou mais qui n'est pas très utile. Parce que Goldblum, en l'espace de 10 minutes, a trouvé plus de trucs que les mecs qui sont depuis 50 ans dessus. C'est vrai. C'est assez impressionnant. Petit truc, moi, qui m'a fait un petit peu pas dresser les cheveux sur la tête, parce que déjà, je ne suis pas toi au réveil, mais ils arrivent dans la zone 51. Bon, le président apprend lui-même qu'en effet, il y avait eu un crash de vaisseau alien, etc. Il ne le savait pas, ça donne lieu à un petit quiproquo un peu comique. Tous ces intervenants, Jeff Goldblum, son père, le président, la secrétaire, etc., vont rentrer dans une salle, comme tu as dit, où tout le monde est en blouse, c'est vraiment aseptisé. Tu as un espèce de couloir de décontamination avec zéro blouse, rien du tout, et tout ce petit monde, président, etc., rentre après dans cette salle sans problème, en costume de ville, ils ont traversé le désert, mais ça va, c'est bon, on peut y aller. Donc j'imagine que tout le travail de ces scientifiques est donc niqué, du coup. Bah non, parce qu'ils ont une combinaison intégrale, mais ils ont pas de gants. Ah, j'avais pas vu. Bon, du coup, c'est C'est des esbrouf. J'aime beaucoup ce mot, esbrouf. Ouais, moi aussi, il fallait que je le cale. Et, Bravo. non, mais bon, ils arrivent, ils voient donc des extraterrestres, ils font ils sont beaux, ils sont mignons, ils ont une combinaison, tout ce qu'on veut. Ensuite, il y a la dissection qui est pas mal aussi. Donc, il y a une dissection, personne ne regarde avant s'il est vraiment mort. On pouvait pas savoir, il avait une combinaison. Puis comment tu veux étudier... Ah ouais, non, c'est vrai, ils savent parce qu'ils en ont déjà étudié 3. J'ai rien dit. en ont Ils déjà peuvent 3, étudier ouais. s'il est vie ou mort, ok. Eh oui. Je sais pas, tu tentes un truc avant quand même. Tu te dis pas, bon, je vais l'ouvrir, peut-être ça va aller. Parce que c'était pas le bon choix. Non, c'était du coup mauvais choix, mais ça permet d'apprendre qu'ils sont pas là pour faire la paix. D'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça hyper couillu aussi. Quand l'alien se réveille, l'alien qui a ramené Will Smith, on a fait une petite ellipse, machin. Will Smith tamponne, pour recontextualiser, il y a une avion de chasse contre vaisseau de guerre alien. Explosion. Explosion. Will Smith du coup ramène un alien qui était le pilote de son petit vaisseau, il le ramène enveloppé dans son parachute dans la zone 51.
Et du coup, l'alien prend possession et arrive à communiquer en s'agrippant aux cordes vocales en fait d'un humain. Ils arrivent à communiquer comme ça. Et c'est le président des États-Unis qui à ce moment-là va dire est-ce que vous venez en paix et parce que nous on est ok pour la paix, il n'y a pas de problème. Ce qui est quand même un discours que normalement chez ce genre de président dans la vraie vie on a rarement. Et j'ai trouvé ça intelligent. Oui, mais c'est pas un président normal. C'est vrai, c'est pas un président. Déjà, c'est Bill Pullman, donc c'est loin d'être un président normal, et c'est un bon père de famille, il faut le rappeler. Oh oui. Donc Jeff Goldblum arrive à comprendre comment qu'on va faire pour désactiver l'écran de protection qui protège et les énormes vaisseaux aliens. Olive, tout, en fait, tout. Si tu me Oui. permets juste de revenir en arrière sur ces aliens, donc sur ces vaisseaux. Donc le premier vaisseau fait quand même un quart de la Lune, 550 c'est 550 km². 555 km. Ouais. Voilà. Il détache donc des mini-vaisseaux qui font 25 km, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Et qui arrivent. Donc les mecs se disent, bon, ça doit être hostile, on envoie les avions, on va tirer des missiles dessus. Non, je suis con. D'abord, ils essayent de leur parler. Ça vrai. fonctionne pas. Alors, non mais Avec les surtout histoires des avec flashs. des flashs qui ressemblent à des tirs quoi. Vraiment on a juste l'impression que l'hélico il lui tire dessus. C'est ça que je comprends pas non plus. En plus, dans la nuit, histoire Qui de a bien faire validé peur. Qui a validé le fait qu'on mette des projecteurs sur un hélico à la place de missiles et qu'on balance de la lumière qui ressemble à des tirs de missiles? Qui a validé ça pour le premier contact avec des extraterrestres visiblement pas très... Et puis qui a fait LV1 lumière? Non mais tu me crois, je pensais vraiment que tu sais sur l'illumination il y allait marquer Hello. Je me suis dit ils vont marquer Hello, Welcome ou un truc comme ça. Je pense que j'aurais préféré un petit smiley. Je pense que ça aurait été encore plus. Non, mais donc ils se font éclater, les mecs envoient toute la flotte aérienne, balancent des missiles, ça marche pas. Ils ont un bouclier, tout simplement. Les mecs se disent il faut qu'on réfléchisse. Venons, on envoie des bombes nucléaires. Les gars, moi je veux bien être d'accord que le nucléaire ça fait le taf, y a pas de souci. Vous avez bien vu quand même qu'un missile ça passe pas leur bouclier. À un moment donné, moi je me suis dit, c'est pas une bonne idée, ça passera pas non plus. Moi j'avais raison. Bon, peut-être que je me fasse engager par l'armée américaine. T'étais meilleur. Non, mais, en fait, tous les militaires dans ce truc, au départ, je me dis, mais ils font que les mauvais choix. Vous allez mourir. Bon, ils sont morts. Mais je me dis, c'est pas possible. Ça c'est convenu dans le cinéma apocalyptique. Bien sûr. Comme ça, dans le cinéma d'action, les militaires sont des cons qui veulent tout faire péter. Et quand ça fonctionne pas, ils veulent quand même tout faire péter. Et quand ça fonctionne toujours pas, ils veulent quand même tout faire péter. Ça me rappelle un personnage du 5e élément, ça. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est exactement ce que je voulais dire. Moi, je préfère tirer d'abord et poser les questions après, mon général. Oui, c'est ça. Non, mais C'est ça. et un truc qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est quand on voit tout le groupe autour du président. Donc, on a le président qui est un ancien militaire. Le général qui a l'air d'être le plus gradé avec lui, qui reste avec lui. Donc c'est un militaire, s'il est général. Donc la plupart des mecs sont des militaires. Le seul qui n'est pas un militaire, c'est le ministre de la Défense, qui est l'ancien directeur de la CIA, et qui savait pour la zone 51, mais qui avait rien dit Au président. Tous les choix que ce mec fait sont les mauvais. C'est lui qui veut qu'on bombarde. C'est lui qui voulait pas, qui veut qu'on bombarde avec les armes nucléaires. En fait, on a l'impression que bon, certes, les militaires, ils tâtonnent un peu, mais ils sont quand même moins bêtes que ce mec-là. T'allais dire con. Tu peux dire. Mais je me suis auto-censuré. Mais ce personnage est détestable au possible. Complètement, c'est vrai. Mais ça va être l'instant cinéma. Dans tout ce genre de film, il faut ce genre d'antagoniste en fait ou de quiproquo. Il y a toujours un débile pour dire ça en fait. On a envoyé tout ce qu'on avait, ouais, ça fonctionne pas, ouais, on va envoyer plus gros. Il en faut un parce que c'est ce qui va permettre de désamorcer plus tard une situation et de faire évoluer en fait la situation. Non mais bien sûr, je suis d'accord, je le voyais arriver à 1000 km, mais que ce soit le seul qui ne soit pas militaire, ça montre bien que pour une fois, c'est pas les militaires les gros teubés. Non, c'est ça, ouais, ça montre bien que c'est lui qui est dysfonctionnel, et à contrario de ce genre de film où normalement c'est les militaires qui sont... Tu les imites vachement bien. Voilà. Oui, j'ai vraiment fait une grimace devant mon... Ouais, j'ai fait une vraie grimace devant mon micro. On vous promis, enfin je prends un engagement, mais peut-être que les copains seront d'accord, mais si on arrive un jour à 1000 abonnés, peut-être dans
années, hein, du coup, on fera un live et vous pourrez voir nos vrais frimous. Mais en attendant, on reste Exactement. cash et... J'aimerais juste revenir sur le général, ce t'en as parlé rapidement. Le général, il nous est présenté une première fois au début du film, quand des sons ont été détectés, des ondes radio. Un truc très petit qui passe vraiment si on a l'œil, qu'on peut voir, c'est donc son assistant, on va dire, je crois que c'est un major ou je sais plus trop quoi, ouvre la porte, enfin active l'ouverture de porte, parle au général sans ouvrir la porte. Le général le regarde, lui il regarde le général, il fait pardon mon général, il ouvre la porte, le général passe. Ça, pour moi, je pensais que ça allait m'indiquer l'antagoniste, on va dire, du film. Je pensais que le général, justement, allait, à la place du ministre de l'Intérieur, être le débile, tout ça. Et en fait, au final, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout utilisé ça. Alors que ce petit détail-là, je sais pas si c'est pour nous montrer la hiérarchie ou si c'est pour nous appuyer sur le fait que le général doit, et ne sera pas au final, être un con, toujours droit avec les points sur les i tout le temps, alors qu'au final quand il se retrouve avec le président, il n'y a plus du tout de ça. Le général redevient quelqu'un de beaucoup plus humain que comme il nous l'est présenté. Parce que le président est un ancien militaire. Donc ce qui fait que ces militaires évoluent tout au cours du film. Au départ, ils sont pour tout bombarder, et à la fin, ils sont pour être un peu plus subtils. Moi, j'aimerais juste prévenir. Je sais pas si Vivien avait remarqué, mais l'antagoniste dans le film, c'est pas le major, hein, c'est les extraterrestres. On est d'accord avec ça, hein, on est bon. Ah bon, mais d'accord, ok. Non, je préférais que voilà, c'est jamais sur un malentendu, je préférais que ce soit clair. Ouais, pardon, j'avais pas fait gaffe. Allez, on enchaîne. Du coup. Alors, juste avant, je veux juste revenir sur le fait que David Goldblum est un génie. Son père lui dit, tu sais, il nous reste quoi? La santé. L'autre il se dit, santé, virus, informatique, je vais pouvoir désactiver le truc. Oh, le mec, c'est un génie. Et ce qui me fait rire, parce que quand on sait qu'il sort du MIT et qu'il a préféré être réparateur pour le câble, ce que son ex-femme lui reproche de ne pas avoir eu d'ambition, on se rend compte que au moment où il dit ça, et après le mec, c'est le mec qui a le plus d'ambition sur la Terre, hein, et même dans l'espace. Et c'est encore une fois marrant que ce soit son père, qui, donc le comic relief sur ce film-là, qui lui inspire l'idée qui va permettre de sauver le monde, en fait. Ouais. C'est plutôt cool, encore une fois. Ouais. Et ce même Goldblum, tout à l'heure, je disais que c'était un nerd, David. Donc les fonctions et les personnages fonctions sont très bien ancrés dans l'histoire, ils sont très bien confondus, donc on s'en rend pas compte. Mais on a quand même des petites références au nerd, hein. Par exemple, Goldblum, son PC, quand il allume son petit ordinateur portable, il tombe sur un œil caméra de HAL 9000, hein, l'ordinateur de 2001 d'Odyssée de l'espace, avec une voix qui lui dit bonjour David, comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace, avec une voix robotique. Donc on reste quand même sur un heure d'informatique et on continue sur ces personnages fonctions, mais en fait les personnages sont très bien ancrés. Et tu dis que son père, donc c'est un peu le comic relief et tout ça, mais pour moi son père est aussi un personnage comment dire, qui donc est un personnage qui va grâce à qui le monde va être sauvé, mais qui est aussi, par exemple, je crois il est même beaucoup plus présent que Will Smith en fait. C'est un personnage autant secondaire par exemple que Will Smith, alors que dans mes souvenirs ça l'était pas du tout. Quasi toutes les scènes de David, il y a son père en fait. C'est vrai. Qu'on retrouvera d'ailleurs dans la suite, hein, dans Résurgence, il est là aussi, et il a à peu près le même rôle, hein, d'ailleurs dans Independence Day 2, si ma mémoire est bonne. Enchaînons. Le beau discours. Le beau discours. Très beau discours. Très beau blague discours. à part, j'ai étudié donc en deuxième année de BTS, quand j'avais cours de expression écrite et culture générale. Et on a fait tout un cours sur ce discours et tout le côté propagande en fait de ce discours et tout le truc. Le fait que les Américains sont centrés sur eux-mêmes, ça soit le 4 juillet, c'est plus la fête nationale américaine, mais c'est la fête nationale de l'humanité, le jour où elle a décidé de combattre contre les méchants et qu'elle est devenue enfin soudée, machin. Et donc certes c'est très intéressant, mais en soi c'est pareil, je vais encore je vais amener un petit truc, mais moi ce discours je l'ai juste trouvé ultra long quoi. Pas malaisant, mais presque. Peut-être parce que ça a une portée plus que politique, ce qui me dérange un peu, mais oh là là,
Ouais, en vrai, j'ai juste trouvé long parce que j'attendais, je trépignais en fait. J'avais qu'une envie, c'est que bah, il y a de la bagarre. Et du coup, bon, oui, le discours est nécessaire. Ça aurait pas pu être le 15 mai, j'en sais rien, moi, ou le 4 août, mais Du coup, est-ce qu'on enchaîne pour de vrai cette fois? Oui, bien sûr. Oui. Ok. Donc, ils se retrouvent pour l'assaut final. Il faut faire Assaut attraper froid ass- au mère, au vaisseau ouais, mère. au vaisseau mère, c'est ça. Donc, ils se retrouvent pour l'assaut final avec le président des États-Unis qui reprend un avion de chasse pour mener l'assaut. Avec Russell, donc notre alcoolique sympathique qui les accompagne aussi parce qu'ils ont besoin de tous les vaillants qui savent piloter pour mener ce dernier assaut. Ils n'ont plus beaucoup d'avions non plus. Ainsi que les flottes, les flottes, les escadrons d'autres pays potentiels, mais on les verra pas trop, sont juste dit qui sont là. On a l'Irak et la Russie, je crois. Et l'Irak, la Russie et les Chinois mais ou les tu Japonais, vois je sais les- pas exactement. tu vois qui des sont présentés, Anglais. c'est tout. tu vois un avion français, il y a les mecs de l'Irak, ouais, il y a les Chinois, et t'as les Russes. Obligé, les Russes, on est obligé d'être là, les Russes. Ils sont en Irak en fait. C'est pas très grave. Donc du coup, pendant ce temps-là, Will Smith et Jeff Goldblum sont dans un vaisseau. On dirait un peu le début d'une blague naze, mais bon, c'est vrai, hein, c'est la vérité. Avec une énorme bombe atomique, parce que leur but à eux, ce n'est pas d'accompagner les avions de chasse, mais bel et bien d'aller faire péter le vaisseau mère qui est au-dessus de la Lune, grosso modo. Et ils utilisent pour ça le vaisseau qui s'était crashé dans la zone 51, pour juste donner du contexte et Pareil. que ce soit clair pour tout le monde. Mais ça, c'est n'importe quoi. À quel moment un avion qui revient, le truc, ça fait 50 ans qu'il est sur Terre. Personne ne se pose une question. Enfin, après, peut-être que les extraterrestres, ça réfléchit pas comme nous. Sûrement même. À aucun moment, les extraterrestres disent, bon, on tire dessus, on s'en fout. Bah, ils ont pas de. Apparemment, enfin, vu ce qu'on voit par la suite, ils ont pas de. Comment dire, de code enfin, vraiment, là, c'est de la surinterprétation, mais pour moi, là, les aliens ne sont pas organisés, étant donné qu'ils n'ont pas de code qui répertorie leurs vaisseaux, et ils n'ont pas non plus de détection de eux-mêmes. En fait, ils n'ont pas de détection d'aliens dans le vaisseau. C'est vraiment n'importe qui peut le conduire, n'importe qui peut arriver dans le vaisseau mère, tant que Ouais, c'est visuellement, quand ils même ne mal voient foutu, pas hein. que c'est pas eux, bah pour eux, c'est des aliens. C'est bon, ouais, c'est un petit peu, c'est une facilité scénaristique en tout cas, mais il fallait Voilà. bien emmener Ah, des c'est sûr. humains dans l'espace pour aller péter le vaisseau mère. C'est ça. Mais voilà, moi je ferme les yeux là-dessus parce que le film le porte et t'emmène en fait, et encore une fois c'est du divertissement, c'est pas là pour nourrir une quelconque logique, hein. On parle quand même d'un vaisseau alien piloté par des humains qui est chargé d'aller faire péter un plus gros vaisseau alien. Voilà, c'est du divertissement de science-fiction. Ils arrivent donc dans le vaisseau, après pas d'aventure en fait, ça se passe très bien. Ils font des blagues dans le vaisseau, tout se passe bien. Et grâce à un USB de l'espace, Jeff Goldblum va pouvoir télécharger le virus informatique depuis leur vaisseau qui a atteint le vaisseau mère alien vers le vaisseau mère alien de façon à brouiller et à désactiver le bouclier qui sera à la fois désactivé sur le vaisseau mère, mais sur l'ensemble en fait des vaisseaux qui sont tout autour de la planète, pour laisser une chance aux avions de chasse de pouvoir après péter les vaisseaux. Et ça va pas bien se passer, évidemment. Bah sinon ce serait trop simple, donc oui, ils mettent le virus, mais ils ont pas pensé à un truc, les messieurs, c'est que comment on repart? Parce que quand ils sont arrivés, c'est même plus eux qui conduisaient, les vaisseaux sont autoconduits. Et donc, comment repartir? Là, moi, excuse-moi de t'interrompre, là il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que au moment où, évidemment, ils transportent en plus une énorme bombe atomique pour faire péter le vaisseau mère dans l'espace, et le général leur dit, une fois que vous aurez posé la bombe, vous aurez 30 secondes pour partir. C'est pas un vrai c'est pas un compte à rebours logique, ça. Donne-toi genre peut-être 5 minutes pour partir. 5 minutes c'est peut-être long, mais donne-toi peut-être un peu plus de temps, surtout qu'ils arrivent dans une zone où ils connaissent rien, ils savent pas ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Surtout qu'au final, au final, ces 30 secondes sont les 30 secondes les plus longues de l'univers. C'est fou comment ces 30 secondes ont duré genre 1 minute 30. Oui, mais ça c'est pareil, c'est un artifice de cinéma, mais évidemment. Mais voilà, les 30 secondes étaient un peu courtes, mais ils arrivent quand même donc à se détacher, à quitter le vaisseau, et le vaisseau va exploser. Russell sur Terre, lui, va se sacrifier parce que une fois que le bouclier est désactivé, tous les aliens envoient masse, tous les vaisseaux aliens envoient masse vaisseaux taper, masse navette en fait, on va dire plutôt ça, défoncer les escadrons d'avions de chasse qui restent. Russell veut tirer un missile au cœur d'un de ces vaisseaux qu'est sur Terre. Évidemment, c'est le dernier missile de tous les avions qui sont là, parce que pourquoi pas.
Et donc il décide de se sacrifier, plutôt que, vu que le missile veut pas se lancer, il décide de se sacrifier et va directement se faire exploser le caisson avec son avion pour exploser le vaisseau sur Terre. Et au final, c'est un tout petit avion et une très très grosse explosion, hein. Oui, mais parce qu'il a tapé le centre du vaisseau. C'est vrai. C'était leur unique point faible. Et je pense que voilà, si on devait l'expliquer d'une manière un petit peu scientifique, ils chargent énormément d'énergie au bout de leur canon, en fait, les aliens. Et évidemment, si tu fais péter à ce moment-là, avec la déflagration et toute l'énergie qui est accumulée dans une seule et même endroit, bon bah ça fait beaucoup de bruit. Tu devrais faire des tests de physique sur le fonctionnement des vaisseaux aliens. Je pense que ce serait très bien apprécié. Oui, je pense aussi. Et tout est bien qui finit bien, en fait. Parce que à part Russell qui est mort, et quelques morts, mais on les connaît quelques pas. milliards de mais on les morts, connaît quoi. pas, donc C'est ça va. C'est le principe d'un film catastrophe. Hein. Film catastrophe, tu vois des immeubles entiers. Dans 2012, tu as des immeubles entiers qui s'effondrent, des continents qui se chevauchent. Mais c'est pas grave, les héros que tu suis, les 12 personnes, ils s'en sortent. Donc du coup, les autres, on les oublie. C'est, encore une fois, ça fait partie de ce genre de film et que c'est le contrat que tu signes avec ce genre de film. Mais à la fin, c'est l'humanité qui gagne, évidemment. C'est vrai. Une petite conclusion sur le film ? C'est un film que j'avais vu petit, que j'avais bien apprécié. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois, que j'avais toujours bien apprécié. Aujourd'hui, je l'apprécie toujours autant. Le seul truc qui me dérange, c'est que tout est ultra convenu. Donc j'ai aucune once de surprise. Donc dans tout le scénario de ça. En soi, c'est pas un gros défaut, même c'est tout petit, mais ça reste dommage. Mais sinon, non, le film, il en met plein la vue. Je passe un excellent moment et je sais que dans 1 an ou 2 ans, je le reverrai toujours avec le même plaisir, quoi. Cette nostalgie. C'est ça, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, ce sera aussi ma conclusion, je pense, hein, c'est que j'ai passé un bon moment, je repasserai des bons moments dessus. C'est convenu, en effet, hein, tout est convenu, tout est ultra prévisible, mais finalement, est-ce que si tu le présentais, ce film, si je le présentais demain à mon fils qui va bientôt avoir 11 ans, qui n'est pas encore exposé massivement à ce genre d'image, à ce genre de film, est-ce que lui serait pas surpris ? Bah si, parce que comme moi je l'ai vu petit, c'est un film qui m'en a mis plein la vue et puis que j'ai vraiment apprécié. Et c'est pour ça que je dis que c'est avec mon regard d'aujourd'hui. C'est le regard que j'ai vu plein de films, plein de trucs. Et c'est le seul petit défaut que je peux... Mais c'est même pas un défaut parce que ce film ne se veut pas en dehors des codes du film catastrophe extraterrestre. Il respecte les codes, il les respecte même plutôt bien. Et donc voilà, il suit le cahier des charges pour ce type de film, il le suit bien, et donc ça fait un film qui est quand même sympa à voir. Ça fait 25 ans qu'il est sorti, on prend toujours autant de plaisir. Ça a certes un peu vieilli sur certains effets visuels, mais c'est pas très grave. On se laisse porter par l'histoire, on passe un bon moment, on a passé 2h25 devant ce film. À la fin, je me suis dit, j'ai pas perdu mon temps, comme ça a pu être le cas avec le film d'avant. Et donc voilà. Ok, et Vivien, toi, du coup, ta conclusion ? Bah pareil en fait, c'est un film un peu générique, enfin, complètement même, c'est un film apocalyptique, apocalypse et d'action. C'est un film grand public, tout public comme vous voulez. C'est un film que tu regardes tout seul, que tu regardes en famille, que tu regardes avec des enfants, avec tes potes, avec tes parents. C'est un film en fait que tu peux regarder dans presque n'importe quelle circonstance et tu vas pas passer un mauvais moment. Tu vas pas passer un super moment hyper intéressant, plein de questions et tout ça. Non, tu vas passer un bon moment devant un bon film qui par moment t'en met plein la vue, par moment te fait sourire, par moment te fait un peu pleurer. Mais c'est un film, voilà, comme il en existe d'autres, bien sûr, mais qui moi, quand c'est un film un peu, pas de mon enfance, mais voilà, que j'ai vu quand j'étais petit, je sais que c'est un film que, ayant vu petit, j'aime revoir pour me rappeler certaines choses, certaines scènes, et je pense que c'est un film qui, certains films ne restent pas dans le temps, mais ce film-là, je pense, restera dans le temps et continuera à vivre, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ce sera toujours le même film, aussi intéressant dans le sens où il n'est pas énormément intéressant, mais dans le sens où il est bien, parce qu'il est bien, quoi. T'aimes passer du temps devant ce film, t'apprécies ça. Il est bien parce qu'il est bien. Il vient 21 février 2021. Ok, merci beaucoup les garçons. Je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous
tous les auditeurs, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire sur YouTube, à nous suivre sur Facebook et à commenter aussi sous la publication de la vidéo. Abonnez-vous, suivez-nous sur Insta parce qu'on s'éclate à faire plein de stories plutôt très drôles et on laisse plein d'indices sur le film qu'on traitera la semaine suivante et c'est marrant. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux. Et puis les garçons, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. prochaine. Ouais, Bisous. exactement, la semaine prochaine. Allez, salut, bye bye, ciao, bisous.